Donc, tout d'abord, pour débuter, quelle est, vous, votre action par rapport à ce qui s'est passé hier aux États-Unis et à cette prise, entre guillemets, du Capitole par les partisans de Donald Trump? C'est une réaction non pas de surprise parce qu'on s'y attendait, on attendait un coup d'éclat de la part des partisans de Trump, mais néanmoins les images sont assez sidérantes hein, dans cette capitale fédérale qui est très paisible, hein, qui est très calme et dans une vie politique aussi qui en général est très calme, beaucoup plus calme qu'en France ou que dans beaucoup de pays européens. Les manifestations sont très rares, les grèves sont très rares aussi aux États-Unis. On a là des scènes de violence au cœur même hein, de l'un des lieux symboliques des États-Unis, des scènes qui sont tout à fait étonnantes. Comment expliquer justement que ces partisans puissent comme ça pénétrer dans un lieu aussi symbolique que le Capitole en plein C'est vote? la grande question que se posaient ce matin les médias américains et qui se sont posés pendant toute la nuit. L'espace est très protégé habituellement. C'est extrêmement difficile simplement d'avoir accès à quelques centaines de mètres de cet espace extrêmement protégé. On a eu des exemples l'été dernier avec les manifestations autour de Black Lives Matter, hein, où le cordon sanitaire et policier était extrêmement fort. Donc beaucoup de journalistes étaient très surpris de la facilité déconcertante avec laquelle les supporters de Trump sont entrés à l'intérieur du bâtiment. Donc là, sans doute, on en saura plus dans les jours à venir, mais c'est certain qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant et de déconcertant dans ce qui s'est passé hier soir. Et justement, est-ce que cet événement, qui est quand même assez historique, est-ce que ça peut laisser des traces au sein de la société américaine et au sein de cette démocratie qui leur est si chère? Moi, je pense que ça va laisser des traces et ça va laisser une grande question sur ce qui est acceptable et non acceptable dans une démocratie. Je pense que depuis 4 ans, Trump a repoussé très loin les limites de ce qui est tolérable, de ce qui est acceptable dans une démocratie. Il a joué toujours avec les transgressions, transgressions verbales, transgressions physiques, transgressions politiques. Et on voit bien l'escalade hein, autour de cela, en poussant à la limite hein, de ce qui est acceptable dans une démocratie, à savoir le refus de perdre une élection. Les conservateurs ont travaillé à la victoire et à la conquête du pouvoir, mais là, Trump a fait autre chose. Il a montré que les conservateurs pouvaient ne pas vouloir perdre le pouvoir qu'ils ont acquis, et donc il est allé extrêmement loin en demandant à ces manifestants hein, d'aller dans le Capitole, de se montrer, d'occuper l'espace de manière tout à fait sidérante. Et ça, je pense que ça laisse vraiment, enfin, dès hier soir, il y avait un tas de sidération parmi les journalistes ou parmi les citoyens qui étaient interrogés. Et donc, si quelque chose doit rester, c'est précisément cela, c'est ce débat. Qu'est-ce qui est acceptable dans une démocratie? Qu'est-ce qui fait un pays, une nation, un vivre ensemble? Et on voit très bien la difficulté qui sera celle du futur président, hein, Joe Biden, d'arriver à remettre du commun, à remettre du vivre ensemble avec des citoyens qui visiblement ne veulent plus vivre ensemble. Et est-ce que ça peut être inquiétant pour les semaines et mois à venir, ce genre de phénomène? Est-ce qu'on peut s'attendre finalement avec un... Là, on a vu un message plutôt d'appel au calme de la part de Donald Trump il y a quelques heures. Mais est-ce que finalement, on peut assister à d'autres phénomènes de ce type? C'est certain, je le répète souvent, le Trumpisme, Trump et le Trumpisme ne sont pas des accidents. Ils sont enracinés dans une longue histoire américaine, une histoire politique, mais aussi une histoire de violence, une histoire militaire aussi. Et on l'a vu hier, hein, il y avait beaucoup d'anciens combattants. La personne qui est décédée a servi pendant 14 ans dans l'armée américaine. Je crois que la violence hein, que le pays connaît à l'extérieur, hein, et depuis le 11 septembre, on a multiplié les terrains d'intervention, a des conséquences aux États-Unis même. On a bien connu en Europe hein, cette brutalisation du corps politique, hein, la manière dont les guerres ont des conséquences à plus ou moins long terme hein, dans la vie politique. Les historiens parlent de brutalisation du corps politique. La brutalisation, ça veut dire une rhétorique guerrière et des actes qui sont guerriers. Et ils le sont d'autant plus facilement que les individus, hommes et femmes, ont appris à se battre, ont appris des pratiques guerrières et ont conservé un vocabulaire guerrier. Il y a 2 millions d'anciens combattants aux États-Unis, hein, c'est un chiffre tout à fait colossal. On a vu hier que beaucoup étaient dans des anciens combattants.
Donc je ne serais pas du tout surpris que ce type de manifestation, ce type d'actes violents, il y en a eu ailleurs, il y en a eu dans l'Oregon hier, hein, les Proud Boys ont manifesté de manière assez violente aussi. Je pense que là, on est entré dans un cycle hein, de manifestations assez régulières et qui pourrait devenir de plus en plus violentes parce que ces militants et ces militantes refusent hein, les urnes hein, et refusent la défaite de Donald Trump car ils pensent qu'on leur a volé leur élection et qu'on est en train de leur voler leur démocratie. Du coup, est-ce que à l'occasion de l'investiture du 20 janvier, est-ce que cette parenthèse Trump va se terminer ou au contraire, on est parti pour qu'elle elle marque encore les années à venir, alors que ce soit au sein de la vie politique et la contestation de Biden, mais aussi au sein du Parti républicain? Il y a deux questions dans votre question. Il y a la vie politique. Je pense que oui, le Trumpisme va durer. 74 millions de personnes ont voté pour Trump après 4 ans de mandat. Et je le répète, 4 ans de mandat transgressif. Ce président a été le président le plus transgressif verbalement et dans la pratique. Donc les gens savaient parfaitement pour qui ils votaient, comme ils le savaient en partie en 2016, mais sans l'expérience du pouvoir. Là, on a eu l'expérience d'une administration Trump et on a vu le chaos qui a régné à la Maison-Blanche et à Washington pendant 4 ans. Donc la première réponse, elle est oui, ça va durer et le Trumpisme va être un élément structurant. Ensuite, il y a la question du Parti républicain. Je crois que l'épisode d'hier hein, oblige véritablement les membres du Parti républicain à faire leur examen de conscience et à savoir s'ils sont prêts à accepter ce type de dérèglement démocratique, ce type de transgression démocratique. On a vu certains, George Bush fils, Mitt Romney, des grandes figures du Parti républicain qui ont dit haut et fort hein, que ces pratiques-là étaient inadmissibles. Il est inadmissible qu'un président invite des citoyens hein, à se rendre dans un lieu démocratique à un moment très important du rituel hein, de la vie politique. Donc là, il va y avoir sans doute un débat féroce hein, au sein du Parti républicain et on verra dans les jours à venir hein, si le parti admet ce qui est inadmissible ou si Trump doit peut-être créer son propre parti ou des héritiers du Trumpisme. Hein. On parle beaucoup de son fils, mais il y a d'autres leaders hein, dans tout le pays, des hommes et des femmes qui pourraient reprendre le flambeau du Trumpisme, parce que je le répète, il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes qui se reconnaissent dans Donald Trump. Et justement, est-ce que finalement le Trumpisme ne révèle pas les maux et la crise finalement démocratique aussi que subit les États-Unis, mais pour aussi citer aussi la France, mais est-ce que ça ne révèle pas justement cette crise qui frappe les démocraties occidentales? Ça la révèle, bien évidemment. Je crois qu'il y a un lien, et beaucoup de personnes l'ont montré, entre le creusement des inégalités hein, aux États-Unis et l'émergence du Trumpisme et de ces populismes. En France, on a, avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, un mouvement qui présente des similitudes hein, à la fois dans les discours et dans les pratiques, hein, des citoyens qui ne se reconnaissent plus dans les corps intermédiaires qui ne se reconnaissent plus, dans leurs dirigeants, dans les élus, dans ce principe même de la représentativité qui est au cœur même de la vie politique depuis l'époque des Lumières. On a bâti les démocraties autour de cette notion de la représentativité. Hier, on a vu des citoyens qui ne croient plus à la représentativité, qui veulent une démocratie directe, qui ont voulu occuper. Et je trouve intéressant que de gauche à droite, hein, on ait cette envie d'occuper les espaces. Et on l'a vu en France, on l'a vu dans le monde arabe, on l'a vu dans beaucoup d'endroits où il y a une envie très forte du peuple d'occuper les espaces et de rappeler que la démocratie est un bien commun et que il faut parfois, à certains moments de l'histoire des pays, se réapproprier ce bien commun pour se faire entendre, parce que les canaux traditionnels hein, ne permettent plus de se faire entendre. Donc, pour répondre à votre question, je crois que la dynamique inégalitaire hein, a très largement nourri le Trumpisme hein, et Trump a très largement instrumentalisé hein, cette dynamique inégalitaire, puisque on ne peut pas dire que les inégalités se soient résorbées hein, depuis 4 ans qu'il est au pouvoir. J'ajouterais peut-être, et moi je crois que c'est un point très important et peut-être une différence avec la France, c'est la question de la militarisation de la société. La France, heureusement, est beaucoup moins militarisée. Le nombre d'anciens combattants et le nombre de terrains d'intervention n'a rien à voir. Et je crois que c'est un point qu'on oublie souvent
vue de France, c'est que l'Amérique est un pays en guerre depuis le 11 septembre 2001, est intervenu sur beaucoup, beaucoup de terrains à l'extérieur. Et ces guerres, on sait qu'elles sont extrêmement dures. Elles créent des dommages psychologiques d'une très, très grande violence. Les médecins disent qu'ils n'ont jamais vu des blessures psychologiques et physiques d'une telle nature. Et pourtant, des médecins qui travaillent dans l'armée, donc qui ont l'habitude des blessures de guerre. Et donc là, je crois qu'on a on a un peuple qui, dans certains cas, est meurtri, hein, dans sa chair, dans sa tête, dans son corps. Et ces blessures-là, à nouveau, hein, je suis historien, donc j'ai déjà vu, j'ai déjà observé ce type de translation entre les blessures qui sont produites au combat et ce qui se passe à l'intérieur du pays quelques années plus tard. Les élus, hier, certains élus ont dit, on avait l'impression, les élus qui, pour certains, sont d'anciens combattants, ont dit on avait l'impression d'être à Bagdad. On avait l'impression de ne pas être à Washington, D.C., aux États-Unis. Et je crois que là, il y a sans doute peut-être, si la dynamique est la même dans beaucoup de pays, je crois que le facteur militaire et le facteur violent est sans doute très spécifique aux États-Unis et malheureusement pour le pays, hein, puisqu'on voit bien que à la crise sanitaire s'ajoute désormais une crise politique extrêmement importante et Joe Biden a beaucoup à faire pour essayer de cicatriser les plaies des États-Unis.